Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, moi c'est Charles, je suis propriétaire de cette Tesla Model 3 grande autonomie, millésime 2021, depuis 2 ans maintenant. Et depuis 2 ans aussi, je partage chaque semaine en vidéo mon expérience en véhicule électrique. Plus de 200 vidéos dans lesquelles j'aborde notamment les différentes préoccupations autour du véhicule électrique. La recharge, l'autonomie, les bonnes pratiques, mais aussi l'actualité de la marque, des tests de produits ou encore des road trips. On parle aussi parfois de stockage d'énergie et de production solaire. Tout ça dans un format court, précis, concis, mais toujours riche afin de vous condenser en une vidéo tout ce qu'il y a à retenir sur chaque sujet. Aujourd'hui, je vous propose de faire le bilan complet de 2 ans de Tesla Model 3 au programme et je pense que ça va vous intéresser. On commencera avec la consommation, puis le coût complet d'utilisation du véhicule, c'est-à-dire décote, carburant, entretien et assurance. On comparera cela avec le coût en thermique pour voir si j'ai fait le bon choix de passer à l'électrique. On parlera aussi du SAV. On reviendra sur 2 gros changements logiciels qui sont intervenus cette année. On refera un j'aime, j'aime pas. On vérifiera si elle a toujours la pêche au superchargeur. On conclura avec la mesure de la dégradation de ma batterie pour voir si celle-ci est encore en bonne santé. Et on terminera avec la stratégie de la marque. Grâce à des abonnés, j'ai la chance de pouvoir vous montrer très bientôt dans des prochaines vidéos 2 véhicules que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne et presque nulle part ailleurs. Alors, je vous laisse deviner en commentaire de quelle voiture il s'agit et si vous ne voulez pas rater ça, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous serez averti grâce aux notifications et vous aiderez aussi la chaîne à progresser dans son référencement. Je compte sur vous. À tout de suite après le jingle. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le kilométrage. L'année dernière, j'avais fait 15 000 km avec notamment 2 road trips l'été que vous retrouverez en vidéo. Le premier en famille, l'île Périgueux, fin juillet, en plein chassé-croisé des vacances, et un second entre amis, l'île Avignon, avec un défi, celui de traverser la France en moins de 10 heures, soit seulement 1 heure de plus qu'en thermique sans pause. Spoiler alerte, on a réussi. Si vous voulez savoir comment, la réponse se trouve dans cette vidéo. Cette année, j'ai fait 18 000 km. C'est 2 fois plus que ce que j'avais l'habitude de faire en thermique et en plus, il n'y avait pas de télétravail à l'époque. Il y a eu 2 grands road trips cette année. Le premier cet hiver, l'île Tignes, l'occasion de découvrir l'utilisation d'un véhicule électrique en montagne. Le second cet été en famille, une boucle de 2700 km avec les superchargeurs Tesla en unique source de recharge. Si ces sujets vous intéressent, les vidéos sont dispo sur la chaîne. En tout, ce sont 33 000 km parcourus en 2 ans. Un kilométrage dans la moyenne des kilomètres parcourus par les Français. Marqué par des pics au niveau des vacances, avec donc beaucoup d'autoroutes à 130 km/h, ce qui se traduit sur la consommation. La consommation, justement, il s'agit ici de la consommation affichée sur l'ordinateur de bord de la voiture. Je prends ce chiffre car il permet facilement de se comparer. On verra que pour calculer le coût de la recharge, j'ajouterai des pertes. L'année dernière, ma conso était de 168 Wh par kilomètre. Cette année, celle-ci se situe à 171 Wh par kilomètre, un peu plus élevé, conséquence du pic de consommation dû à mon trajet de cet hiver. Oui, un véhicule électrique consomme plus en hiver. Sur 2 ans, cela fait une conso moyenne de 170 Wh par kilomètre pour ma Model 3 grande autonomie. Avec ce graphique, on voit bien que ma consommation est principalement le reflet de 2 choses, la température extérieure et la vitesse moyenne. C'est finalement assez logique quand on s'intéresse à l'électrique. La consommation est plus faible par temps chaud que par temps froid. De l'ordre de 15% j'avais mesuré. Et plus on roule vite, plus la consommation augmente. Donc dès qu'on fait beaucoup d'autoroutes sur un mois, la moyenne monte. Passons à une question qui vous intéresse sûrement. Combien ces 33 000 km m'ont coûté en carburant? Eh bien, pas grand chose. Il faut dire que j'ai beaucoup de chance. Déjà, grâce au programme de parrainage Tesla, qui n'existe plus en Europe actuellement, et à vous, qui m'avez fait l'honneur de me choisir comme parrain, je dispose de kilomètres gratuits sur les superchargeurs Tesla. Ensuite, depuis février 2021, ma ville a installé une borne publique gratuite à 200 mètres de chez moi et le parking de mon travail dispose de quelques prises renforcées. Je n'ai donc rechargé à la maison que de rares fois quand il fallait faire un complément avant un long trajet par exemple. Avec le succès grandissant que rencontre la voiture électrique
autant la borne publique que les prises au bureau, ces points de recharge gratuits sont de plus en plus sollicités. Avec cette situation privilégiée, je n'ai donc payé que 37 € d'électricité pour ma voiture en 2 ans. Jamais je n'aurais cru ça possible. 37 € en 2 ans, c'est l'équivalent de 20 litres d'essence. Voici maintenant ce que cela m'aurait coûté avec mon véhicule précédent, un Countryman Essence Cooper S. J'ai repris le kilométrage fait chaque mois en Tesla auquel j'ai appliqué la conso de mon ancien véhicule et le prix du carburant sur cette période mois par mois. Le prix de l'essence qui avait baissé pendant le Covid a particulièrement augmenté, en particulier sur cette fin d'année, obligeant même le gouvernement à financer une remise à la pompe de 30 centimes d'euros par litre. En 2 ans, cela représente 4 735 € de carburant. J'ai donc économisé 4 700 €. Ça, c'est mon économie réelle, mais peu représentative. Voyons ce que cela aurait donné si je ne bénéficiais pas de ma situation de recharge privilégiée. Grâce au relevé dans mon compte Tesla, je sais que j'ai rechargé pour 2764 kWh au superchargeur, pour un coût de 1148 €. Cela fait une moyenne de 42 centimes d'euros le kilowattheure. Le prix des superchargeurs a, comme pour l'essence, pas mal augmenté ces derniers mois, avec même des tarifs réduits en période creuse. Les 2771 kWh restants auraient donc été chargés à domicile. J'y ajoute 20% de pertes afin d'englober les pertes à la recharge et les consos non comptabilisés dans le chiffre affiché sur l'ordinateur de bord. À un tarif de 16 centimes le kilowattheure, cela fait 532 €. C'est mon tarif TTC actuel en tarif de base chez Direct Energy. Le jour où je rechargerai principalement à domicile, je passerai certainement à une offre de type heure pleine, heure creuse afin d'avoir un tarif plus compétitif pour la recharge en heure creuse. Au total, dans ces conditions, la recharge m'aurait coûté 1680 €, ce qui donne une économie par rapport au thermique de plus de 3000 €. Mon carburant électrique me coûte donc 3 fois moins cher que l'essence. Ok, je fais une belle économie sur le carburant, mais ça ne fait pas tout. Ai-je fait le bon choix en passant à l'électrique et en prenant une Tesla? Ou aurait-il été plus intéressant financièrement de reprendre une essence? Je vous propose de répondre à cette question en calculant le coût complet de possession de ma Tesla et de le comparer à celui d'un Countryman Cooper S neuf en 2020, quand j'ai acheté ma Tesla. Pourquoi le Countryman? Tout simplement parce que j'aimais bien ce véhicule et que je serais potentiellement reparti sur un plus récent. Et puis, ça facilite le comparatif car j'en connais la consommation et le coût d'entretien. Le coût complet, c'est l'ensemble des frais liés à l'utilisation du véhicule. Cela comprend bien sûr le carburant, mais aussi son entretien, l'assurance, mais surtout sa décote, la différence entre sa valeur d'achat et sa valeur de revente. J'ai compilé tout ça dans un tableau. Le coût complet de possession est donc la somme de chacun de ces coûts que l'on retrouvera en bas de tableau. Le plus dur dans cet exercice est d'estimer le prix de revente de chaque véhicule. Celui-ci dépend de l'offre et de la demande. J'ai pris le prix de vente d'un modèle équivalent sur le site d'annonce Le Bon Coin qui est leader en France. Je sais que le prix réel de vente sera certainement plus bas après une négociation et que ces annonces sont le reflet des véhicules qui sont pas encore vendu, mais que ça fait quand même une base commune pour comparer. Ma Tesla Model 3 Grande Autonomie 2021 avec le gris en unique option m'a été facturé 55 850 € fin 2020, juste avant la grosse baisse de prix de début 2021. J'ai fait une première simulation en prenant le prix de vente en occasion sur le site Tesla. J'ai vu cette Model 3 Long Range 2021 de novembre 2020 avec 26 000 km et une option couleur. Elle dispose de l'EAP qui coûte 3 800 €, somme que je soustrais au prix affiché. Cela donne 51 800 € en valeur de revente et donc une décote de 4 050 €. Pour le carburant, j'ai pris le chiffre de tout à l'heure si je payais mes recharges 1680 €. L'entretien, je n'ai eu qu'un bidon de lave-glace, quelques produits de nettoyage et une permutation de roues pour un total de 60 €. Pas de révision obligatoire chez Tesla. L'assurance est équivalente entre ces modèles, dans mon cas en tout cas. Elle se situe autour de 1000 € par an, donc 2000 € sur 2 ans. Dans ces conditions, j'obtiens un coût total d'utilisation pour 2 ans de 7790 €, soit 324 € par mois. On voit que ce qui influe le plus, c'est la décote. 51 800 €, ce n'est pas vraiment ce que je pourrais en tirer. J'ai fait une seconde simulation avec les annonces sur Le Bon Coin. J'ai trouvé ces deux annonces-là. Une bleue encore à 51 000 € et une blanche à 50 000 €. Prenons la fourchette basse, 50 000 € alors que la mienne a l'option peinture grise. Les autres chiffres ne changent pas, j'obtiens un coût complet d'utilisation de 9 590 € sur 2 ans, soit 399 €
par mois. Regardons maintenant ce que ça aurait donné si j'avais acheté un Countryman Cooper S 9 il y a 2 ans. Son tarif à l'époque était de 44 490 €. Sur Le Bon Coin, on trouve une annonce avec 35 000 km et 2 ans à 35 900 €, ce qui donne une décote de 8 590 €. Il faut ajouter à ça 4 735 € de carburant. J'ai vérifié sur le site collaboratif allemand spritmonitor.de, cette consommation est similaire à celle que j'avais sur mon modèle. Et on ajoute 435 € d'entretien. Les mêmes 35 € de lave-glace et produits d'entretien, plus 400 € de révision obligatoire. Au total, ça fait 15 760 €, soit 657 € par mois. C'est beaucoup. C'est même beaucoup plus que ma Tesla Model 3. Mais honnêtement, je n'aurais pas acheté une mini neuve. J'aurais acheté une occasion récente. Donc partons sur cette nouvelle simulation. En 2020, un Countryman de 2018 avec 30 000 km coûtait environ 33 000 € sur Le Bon Coin. Aujourd'hui, avec 60 000 km au compteur, le tarif de revente serait autour de 27 000 €. Peut-être même moins, mais je garde cette valeur de 27 000 € qui est mieux disante pour ne pas favoriser l'électrique. Ça donne 13 170 € de coût complet, soit 549 € par mois sur 2 ans. Si on masque maintenant les deux extrêmes, on arrive à un écart de 150 €. Ce n'est pas anodin et ça me conforte clairement dans mon choix. Et vous, avez-vous fait ce type de calcul? Ceux qui ont pu bénéficier de la baisse de prix de 2021 doivent avoir une décote proche de 0, voire même certains avoir gagné de l'argent. Ce n'est pas mon cas, ce qui donne une vision réaliste et pas altérée par l'aspect spéculatif que peut avoir parfois le marché de l'occasion Tesla. En tout cas, me concernant, j'ai donc fait le bon choix en passant à la Tesla. Je pense que ce retour d'expérience donnera une vision claire des coûts réels à ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique ou à ceux qui pensent que ça coûte plus cher. Il ne faut pas s'arrêter au prix du véhicule, mais bien prendre en compte l'ensemble des coûts pour comparer. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui pensent encore le contraire. Qu'en est-il du SAV? Tous mes passages en SAV sont documentés sur la chaîne. J'ai eu une caméra latérale qui est tombée en panne, remplacée sous garantie. Ils en ont profité pour appliquer un rappel au niveau des sondes de température de la climatisation. J'ai ensuite eu un défaut de port de charge. J'ai dû faire partie des premiers à l'avoir, ils ont un petit peu tâtonné. Corrigé en 3 fois. Une pièce a été changée, mais surtout des contacteurs ont été resserrés. Heureusement, j'ai toujours pu recharger, mais clairement, c'est une panne qui est un peu préoccupante. Je n'ai plus eu de problème depuis. Ils en ont profité pour faire un rappel de joint du vérin de coffre et m'ont graissé les portées de roue. J'avais un petit couinement qui commençait. Tout a toujours été pris en compte en garantie, rien à redire de ce côté-là. Je suis allé chaque fois au service center, en même temps il est à 15 minutes de chez moi. Je n'ai pas eu affaire au ranger à domicile. Est-il normal d'avoir ce genre d'intervention sur un véhicule de moins de 2 ans? C'est ma première voiture neuve, donc je ne sais pas vraiment quelle est la norme. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, aucune n'a été handicapante. Je ne me suis jamais retrouvé bloqué quelque part ou je n'ai jamais eu le stress de ne pas arriver à destination. Et pour moi, c'est vraiment le principal. La plupart des rappels chez Tesla sont en fait des mises à jour logicielles qui ne nécessitent donc pas de prise en charge en atelier. Il y a eu 2 grosses mises à jour ces dernières 2 années. Tout d'abord, la V11 du logiciel qui était accompagnée de plusieurs modifications de l'interface graphique assez perturbantes. J'en avais parlé sur la chaîne. Tesla a fait son mea culpa sur la plupart des points, réintroduisant les principaux manques au fur et à mesure des mises à jour. L'autre point, c'est le passage de l'autopilote à Tesla Vision pour tous. Jusqu'au mois d'avril 2022, Tesla utilisait un radar pour mesurer la distance entre la voiture et les voitures devant elle, dans le cadre de l'autopilote et du régulateur adaptatif. En avril 2022, Tesla a arrêté d'installer ce radar au profit de Tesla Vision. Ce sont donc les caméras qui mesurent les distances avec les objets. Je pensais ne pas être concerné car ma voiture est équipée du radar. Mais dans une récente mise à jour, Tesla a passé tout le monde sous Tesla Vision pour l'autopilote et le régulateur adaptatif. Dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien, sauf dans quelques cas précis comme quand il y a du brouillard, alors qu'avec le radar, le brouillard ne posait aucun problème. Autre point agaçant, l'autopilote active les feux de route automatiques qui ont tendance à éblouir les autres conducteurs la nuit. Donc, pas top. Heureusement, on peut le désactiver, mais il faut le faire à chaque fois qu'on enclenche l'autopilote. Allez, on passe tout de suite au j'aime pas avec une courte sélection. Du côté des j'aime toujours autant le confort de conduite qui passe par un silence apaisant et la conduite à une pédale. J'apprécie encore plus la non prise de tête. J'utilise ma voiture comme un smartphone. J'en ai besoin, je la recharge, je l'utilise. Pas besoin de penser à l'entretien. J'entre aussi la destination dans le GPS. La voiture me dit où m'arrêter pour charger et combien de temps. Sur long trajet, ça fait des pauses et on arrive moins fatigué à destination.
J'ai forcément adoré ne pas devoir faire la queue à la pompe pendant la pénurie de carburant. Et le coût d'utilisation complet comme vous l'avez vu, compte tenu du niveau de performance et d'équipement du véhicule. Le réseau de superchargeurs qui est dense et fonctionne très bien, sauf celui dont j'ai parlé en vidéo à côté de Nice qui était une vraie cata. Je n'ai donc jamais dû attendre pour charger, même pendant les jours de grand départ en vacances et même après l'ouverture des superchargeurs aux véhicules non Tesla. Du côté des j'aime pas, des bugs qui gâchent la vie, la source de musique USB qui disparaît au retour dans la voiture, mais on peut reprendre là où on en était avec les commandes vocales. Pendant un temps, le coffre qui se bloquait à mi-parcours à l'ouverture, la dashcam qui parfois ne marchait pas, mais tout ça a été réglé via des mises à jour. Les apps, notamment Netflix et YouTube, peu réactives. Ce point a été corrigé avec le changement de puce d'infodivertissement sur les 2022, la fameuse puce Ryzen. Les limitations de vitesse fausses à l'écran, ça s'est amélioré, mais ça reste très perfectible. Pourtant, la voiture est capable de lire les panneaux. La caméra arrière et la pluie, des gouttes qui restent accrochées et nuisent aux manœuvres et à la visibilité. Et enfin, les essuie-glaces auto la nuit sur autoroute qui sont trop lents. Et les feux de route auto qui éblouissent tout le monde. L'élément qui est au cœur de la voiture électrique, c'est sa batterie. Celle-ci stocke puis restitue l'électricité grâce à des réactions chimiques entre l'anode, la cathode et un électrolyte. Avec le temps, l'efficacité de cette réaction chimique se dégrade. Les principaux facteurs sont l'âge de la batterie et les températures extrêmes, très chaudes et très froides. Cette dégradation se traduit par une baisse de la capacité de la batterie et aussi par une baisse de la puissance max de recharge au superchargeur. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet et à comment garder une batterie en bonne santé. Voyons maintenant comment celle-ci a évolué en 2 ans avec 2 tests, celui de la durée de supercharge et celui du calcul de sa dégradation. Rendez-vous tout de suite au superchargeur. Me voilà arrivé au superchargeur de Neuville-en-Ferrain, c'est un V3 250 kW. Je suis avec 9% de batterie et je vous propose de voir combien de temps je vais mettre pour arriver à 90%, 92% de batterie. Voir si au bout de 2 ans, la batterie encaisse toujours bien à la supercharge. Alors je viens de faire 300 km, donc la batterie est plutôt chaude. Derrière, en mettant la destination de GPS, le préconditionnement de la batterie s'est activé. Et comme vous pouvez le voir avec l'application Commander de mes Sexy Buttons, la température de la batterie est autour de 50 degrés, donc c'est pour moi la bonne température pour une bonne supercharge. Temps estimé 35 minutes pour atteindre les 92%, donc il y a 80% de batterie à remplir. On est pour le moment sur du 124 kW, mais on est qu'à 11%, donc ça devrait augmenter jusqu'au 250 kW logiquement, à peu près autour des 15, 20, peut-être 25%. On verra ça, en tout cas ça continue d'augmenter. On se rapproche des 250 kW, on est à 248, 249. Allez, est-ce qu'on verra le 250? On a atteint le pic, ça commence à redescendre. En 5 minutes, on a déjà repris 25%. C'est quand même vraiment pas mal, hein. Allez, en 10 minutes, on est déjà au 50%. C'est vraiment encore très rapide. Encore une puissance de charge à 120 kW. Au bout d'une quinzaine de minutes, la puissance passe en dessous des 100 kW. Et on est déjà à 63% de batterie. Voilà, au bout de 25 minutes, on est à 82%. Sur un long trajet, cela permettrait complètement de reprendre la route. Là, il me reste encore 8 minutes de charge pour arriver à ma consigne. En 30 minutes, j'ai récupéré 80% de batterie. Et voilà, la charge vient de se terminer, 92% en 33 minutes. J'ai donc récupéré plus de 80% de batterie en moins de 35 minutes. C'est 2 minutes de mieux que ce que la voiture m'annonçait. En tout cas, je suis super content. Ça marche encore du tonnerre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous l'avez vu, ma batterie encaisse sa supercharge comme au premier jour. Qu'en est-il maintenant de sa dégradation ? Pour faire ce test, j'utilise l'application mobile livrée avec les Sexy Buttons et son dongle OBD. Celui-ci permet de récupérer plein d'informations sur la voiture et notamment le nominal full pack, c'est-à-dire la capacité nominale actuelle de la batterie. Comme vous pouvez le voir, elle est actuellement de 71,4 kWh. Reste à comparer à la capacité nominale quand elle était neuve. Sur mon modèle de fin 2020, c'est un peu particulier. À cette époque, Tesla a introduit un nouveau pack batterie, le LG 5C. Celui-ci est plus petit que le pack historique Panasonic 3C. Tesla livrait les 2 packs. Du point de vue du client, c'était la loterie. On découvrait avec la carte grise quel pack on avait.
Et pour éviter de faire des mécontents, Tesla a bridé le pack Panasonic pour que l'autonomie WLTP soit identique avec le LG. Mon pack Panasonic de 77,8 kWh nominal neuf est en fait bridé à 75,4 kWh neuf. Ma dégradation n'est pas de 8,25% comme le pense le dongle, mais de 5,3% quand on refait le calcul, ce qui est dans la norme des environ 2,5% de dégradation par an sur les premières années. Ensuite, ça doit se stabiliser. Donc ma batterie est dans une santé tout à fait standard pour son âge, tout va bien. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis clairement que j'ai fait le bon choix en choisissant la Tesla et en passant à l'électrique. Et si je devais changer maintenant, quel serait mon choix? Vous avez été plusieurs à me demander si j'allais craquer pour le modèle Y propulsion. Eh bien non. À vrai dire, j'apprécie beaucoup les performances de ma Model 3 tant sur l'autonomie que sur l'accélération. Et puis, je n'ai pas encore besoin de tout l'espace de chargement qu'un Y a à offrir. Peut-être qu'un jour j'y passerai si avec mon fils je suis amené à transporter régulièrement des objets plus encombrants. Je reprendrai donc la même, sauf qu'aujourd'hui ma configuration est facturée 64 000 € neuve suite aux différentes hausses de prix et à l'absence de bonus. Ça ferait 14 000 € à rajouter. Clairement, ce n'est pas le moment d'acheter une Model 3 neuve. Si je devais changer, je prendrais une Model 3 2022 d'occasion afin d'avoir le processeur Ryzen. Et je me poserai la question d'une version Boost ou Performance pour regagner un petit peu de pêche au quotidien car on s'y habitue finalement assez vite. Tesla est sur la bonne voie pour plein de choses. Son réseau de superchargeurs est ultra dense, fiable et très bien intégré avec le véhicule. Cet hiver, pendant les vacances scolaires, quand beaucoup d'Européens partaient au ski, Tesla offrait la recharge en période creuse. De mémoire, c'était de 19 h à 9 h du matin sur certains superchargeurs à destination des Alpes, pour récompenser ceux qui décalent leur recharge et aident ainsi à fluidifier l'affluence. Sa vision est en train de faire des émules, on le voit avec le Mondial de l'Auto 2022 à Paris, en termes d'équipement chez la concurrence, en particulier chinoise. Dans les intérieurs, on retrouve un grand écran, peu de boutons, souvent ils se concentrent sur le volant. Les planificateurs de trajet intégrés au véhicule commencent eux aussi à être bien armés. J'aime aussi leur vision sur la technique, avec des packs batteries de capacité raisonnable, 60 et 80 kWh pour les modèles 3 et Y et moins de 100 kWh pour les modèles S et X, tout ça pour un poids contenu, des moteurs puissants pour être efficients sur autoroute et une vitesse de recharge élevée pour réduire les temps de pause. Là où j'accroche moins, c'est sur la récente suppression des capteurs d'aide au stationnement, alors que le logiciel Tesla Vision n'est pas encore prêt. Les clients livrés en cette fin d'année se retrouvent sans aide au stationnement avec un véhicule qui vaut aujourd'hui plus de 50 000 €. Ça fait vraiment tâche pour une marque qui veut incarner la modernité et les avancées technologiques dans ce domaine. Je terminerai avec un grand merci. Merci à vous qui regardez chaque semaine mes vidéos. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements et votre soutien. Plus de 235 vidéos, bientôt 19 000 abonnés, plus de 2 700 000 vues. C'est dingue. Je suis super content de vous aider avec mes vidéos et de mettre à votre disposition une checklist pour vous aider lors de la livraison de votre Tesla. L'année dernière, j'avais parlé de faire un live mensuel pour répondre à vos questions. Si les premiers mois, je n'ai pas réussi à trouver le temps, les mois suivants, pour être honnête, j'ai zappé. Alors, je m'en excuse, mais je reste toujours disponible en commentaire et par mail. Si ce contenu vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez liker les vidéos, les commenter, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait augmenter sa visibilité. Vous pouvez aussi partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. J'ai créé le site internet teslageek.fr pour vous, pour y regrouper les bons plans et y mettre mon adresse mail pour me demander la checklist de livraison. Et aussi une sélection d'accessoires, principalement pour modèle 3 et Y, chez des vendeurs de confiance des produits que j'ai testés ou que mes abonnés ont testés. Encore un grand merci. C'est tout pour ce bilan des 2 ans. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!